Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Aujourd'hui mardi 7 février, journée de mobilisation contre la réforme des retraites, journée de grève évidemment. On va en parler ce matin avec vous et avec Sophie de Menton. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Clément Tougeron, bonjour, analyste politique communicant au sein du cabinet Tilde. Bonjour Valérie. Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, c'est une agence de communication. Vous avez publié La com est un métier aux éditions Bréal Studirama. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. Et Nicolas Corato, bonjour Nicolas, victime des annulations de taxis qui est donc à distance avec nous, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour à vous. Bonjour Valérie, victime mais solidaire. Victime mais solidaire, très bien. Bon, manquait plus que ça, tiens. Vous êtes solidaire. J'ai entendu, cela dit, des micro-trottoirs ce matin où beaucoup de Français, dans la galère, disaient être solidaires du mouvement. On va voir quelle sera l'ampleur de la mobilisation. Quand on regarde les sondages, oui. Alors tout, comme Valérie Pécresse nous dirait, écoutez, les sondages, c'est comme la queue du chien. Ouais. Mais Comment la queue du chien? eh ben, ça va et ça vient, ce qu'elle disait. voilà. C'est pour ça qu'elle expliquait qu'elle allait faire un bon score malgré les mauvais sondages. Voilà. Elle n'a pas vraiment réussi, mais les sondages qui sont sur la réforme des retraites deviennent de plus en plus préoccupants, puisque on est parti d'un point à 60% et là on est à 72. Et normalement, avec le temps, de plus en plus, généralement les gens se désolidarisent. Avec le temps, il y a de plus en plus d'acceptation, et donc on essaye de redescendre sous le seuil d'acceptabilité de moins de 50%. Et là on est à plus de 70%. Oui, parce qu'en fait c'est l'exaspération qui monte. Mais pas là, pas mais dans si, le elle monte contre Macron et contre Macron. Et on va en parler justement, ça fait partie de nos sujets avec la cote de la popularité de l'exécutif à la baisse, c'est un sondage, c'est notre tableau de bord IFOP fiducial pour Sud Radio. On va revenir sur les débats hier à l'Assemblée nationale avec la bordélisation du débat, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Et puis si la mobilisation est forte, est-ce que le gouvernement continuera? C'est ce qu'on demande tous les matins. De quoi? Est-ce que le gouvernement va céder? Oui, Boule de cristal, je la vois pas, Valérie. On en a un peu marre. On va y revenir avec vous, mais en commençant avec notre tour de table. Clément Tougeron, c'est un coup de cœur pour un sujet que je ne connais pas. Vous non plus. C'est un coup de cœur, oui. C'est un sujet qui est extrêmement important. C'est le Safer Internet Day. Alors, le bien connu, bien évidemment, Valérie. Ouais. Non, le bien connu, mais ça fait déjà 20 ans que ça existe. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais de plus en plus, les jeunes sont accros à leur téléphone portable. Mais pas que les jeunes, ça touche l'ensemble des générations. L'INSEE, l'année dernière, disait que 94% des jeunes de 15 à 18 ans ont un smartphone. Et finalement, l'Éducation nationale a décidé de mettre en place cette journée parce que c'est un rendez-vous annuel de sensibilisation à l'usage à destination des jeunes, des familles et de la communauté éducative pour mieux comprendre comment fonctionne Internet, comment mieux l'utiliser et l'utiliser en sécurité, parce que les ravages sont de plus en plus terribles. On a inventé un mot, ça s'appelle la nomophobie, qui touche plus de 60% des détenteurs de téléphones portables de 15 à 29 ans. Ça se traduit par des crises, des larmes, des gens qui ont peur de ne pas avoir leur téléphone portable. Et c'est pas uniquement juste se dire je ne l'ai pas, qu'est-ce que je fais, mais ça peut se transformer vraiment dans des crises et des paniques, comme une phobie de la perte de son téléphone portable. J'ai envie de vous dire, j'ai que des gros mots qui me viennent à la tête, genre bullshit day. C'est-à-dire que la pression sociale est tellement forte que la sensibilisation. Hier, on évoquait le sujet de l'accès au porno pour les enfants. Il y a quand même un gap entre la sensibilisation et la réalité de ce qui se passe. Alors, toutes les initiatives sont bonnes. En effet, c'est un sujet qui doit être beaucoup plus encadré, beaucoup plus mis en avant, et pas uniquement de la sensibilisation, notamment sur deux sujets. Le premier, par exemple, TikTok, et je recommande les travaux de Michel Desmurguet, qui est un chercheur au CNRS et qui indiquait à quel point TikTok formatait les jeunes dans leur usage et leur compréhension du monde. Mais c'est aussi, et vous le disiez, l'accès à la pornographie. C'est 16% des flux de données sur Internet qui sont dédiés, d'après The Shift Project,
à la pornographie et 1 jeune sur 7 de moins de 12 ans qui a déjà eu accès à de la pornographie. Et donc il y a une volonté hier c'est 1 sur 3. 1 sur 3. Ah pardon, autant pour moi. Non, c'est 30%, vous avez raison. 30%. Qui du coup ont accès à des images pornographiques à moins de 12 ans, ce qui est catastrophique. Le gouvernement en effet a dit on va mettre un passeport numérique. Fondamentalement, on ne sait pas vraiment à quoi ça va ressembler. Il y a une vraie volonté de changer les choses, mais face à ce dragon, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? C'est pas, enfin, visiblement, ce qu'ils ont envie de mettre en place, alors est-ce que ça peut fonctionner, ça va dans le bon sens, c'est d'avoir une sorte de code d'identification qui vous est renvoyé, sur lequel vous devez cliquer pour authentifier votre âge. En général, comme ce sont les parents. Ils auraient mieux fait de faire comme janvier sans alcool. Faire une journée sans portable, ça me paraissait très bien, ça. Alors, c'était hier. C'est ça. Hier, c'était la journée sans portable. D'accord. Alors, est-ce que ça a vraiment fonctionné? J'avoue que je n'ai pas regardé les résultats. Ça n'a pas eu beaucoup de. Il n'y a pas eu un gros retentissement. La com n'a pas été hyper puissante. Non, la com a été tellement bonne. Perso, je n'en avais même pas entendu parler. Je n'ai pas lâché mon portable de la journée et de la nuit. Donc, manifestement, ça n'a pas suffi d'infuser. Et Stéphane, un auditeur, nous donne cette information que j'ai vue effectivement ce matin. Un homme est mort électrocuté dans sa baignoire en chargeant son portable. Et ça arrive assez souvent, enfin suffisamment pour qu'on dise aux gens de ne pas charger leur téléphone quand ils prennent leur bain. Parce que vous pouvez vous électrocuter de la même manière qu'avec un... Le téléphone est foutu après. Bah oui, absolument, mais je ne sais pas si... un mot, Nicolas Corato, vous en avez entendu parler de ce Safer Internet Day? Absolument pas, mais ça participe de toutes ces journées nationales, internationales, on ne sait plus identifier ni repérer, qui sont aussi autant de gadgets finalement que de sujets parfois intéressants sur le fond. Sur le fond, quand même, tout ça, ça renvoie à une question d'éducation. Je veux dire que notre éducation nationale ne regarde pas ces sujets en face, les sujets que vous citiez de la pornographie, de l'éducation aux médias, de l'éducation à l'image, de l'éducation au contenu, de l'éducation à l'information. Et je pense qu'on aurait, plutôt que de créer des journées nationales, on aurait intérêt peut-être à revoir un peu les programmes qu'on inculque à nos chères têtes blondes pour justement les acculturer à cet esprit critique qui doit être le leur par rapport à ces technologies et qui devrait être le nôtre également. Mais on a là-dessus un problème d'éducation majeur, je pense. Moi je trouve ça un peu une tarte à la crème, pardon Nicolas de dire ça comme ça, parce que l'éducation, je pense que tous les parents, enfin en tout cas même ceux qui contribuent fortement, voient qu'ils sont totalement dépassés par la vague Internet et par l'accès extrêmement facile. Là où il a raison, c'est que par exemple, c'est un cas très personnel, mais mon frère... il a une fille qui a 6 ans, il lui interdit de regarder le moindre écran. Mais même quand on regarde des photos en famille, elle n'a pas le droit de regarder un écran. Il n'y a pas de télé chez eux, etc. Alors que de plus en plus, quand on va au restaurant ou n'importe où, le nombre de parents qui, à 2 ans, donnent une tablette, et on est au restaurant et lui donne la tablette parce que l'enfant va regarder son téléphone, c'est déjà ça. C'est l'acculturation aux écrans, aux images qui évoluent, et l'enfant à 2 ans est déjà formaté pour se dire, en fait, mon principal jeu, c'est la tablette, le téléphone. Remarquez, dans le train, j'ai failli donner mon portable à un bébé qui hurlait au bout de 2 heures. Donc c'est bien une question d'éducation, peut-être pas d'éducation nationale, mais d'éducation générale, globale. Et aussi d'exemplarité, parce que si on ne fait pas ce qu'on demande aux enfants de faire, alors on ne peut pas attendre des enfants qu'ils fassent ce qu'on ne fait pas nous-mêmes. Les parents, on va marquer une pause et puis on va continuer dans un instant avec vous, Frédéric Fougera, et votre coup de cœur. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on continue notre tour de table, c'est bien parce que ça recule le débat sur la réforme des retraites. À peu près, c'est ce qu'on a fait hier. Alors Frédéric Fougera, vous c'était un coup de cœur. Un coup de cœur, oui, j'ai pas du tout envie de parler de retraite, même si on va s'y mettre. Bien sûr. Et mon coup de cœur, il va aux dirigeants qui évoquent publiquement leur maladie. Je pense à Arthur Sadoun, le président du groupe Publicis, qui a évoqué son cancer. Aussi à l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, atteint d'alopécie, ce qui a permis à certains d'apprendre ce qu'était l'alopécie. Je pense qu'il faut réaliser que c'est courageux de leur part, dans une société où de tradition on cache sa maladie, autant dans la vie publique que dans le monde du travail, parfois même à ses amis, certainement par pudeur, mais c'est aussi une forme
La maladie, ça renvoie à une forme de faiblesse dans une image, dans un monde qui est vraiment animé par la performance absolue. Donc voilà, avoir des dirigeants qui évoquent publiquement leur maladie, je pense que ça fait du bien au moral des personnes qui sont malades, qui doivent faire face à la pression sociale, à la culpabilité, toujours face à ce monde de performance. Voilà, on n'est pas tous tout le temps des super-héros, et c'est bien qu'il y ait des gens qui puissent avoir une valeur de rôle modèle, qui puissent évoquer leur maladie. J'en profite aussi pour évoquer une association qui s'appelle Cancer at Work, qui a été créée en 2012 par Anne-Sophie Tuzinski. Donc déjà, pour parler de la maladie au travail, pour accompagner les RH des entreprises à savoir comment traiter, parler, quel vocabulaire, quelles actions, comment intégrer des collaborateurs qui sont malades, comment les accompagner avant, après, comment leur permettre de reprendre le travail. Donc voilà, parce qu'il y a une campagne d'ailleurs en ce moment dans la presse, et on voit que les salariés disent avoir peur d'évoquer, je ne me souviens plus quel est le chiffre, mais en grande majorité d'évoquer la maladie. Mais c'est effrayant. Ils ont peur de la maladie parce qu'ils ont l'impression, quand ils sont avec quelqu'un de malade, que ça peut leur arriver, et c'est la peur de la maladie qui les freine souvent dans leur relation avec l'autre. C'est-à-dire que le malade, de penser que l'autre va penser qu'il peut être malade. Non, le fait d'avoir quelqu'un qui a un cancer, ils préfèrent l'ignorer parce que le cancer leur fait peur. Côté du chef d'entreprise. Pas du chef d'entreprise, des salariés eux-mêmes qui veulent pas parler du cancer de la fille d'à côté parce que ça les stresse complètement et qu'ils ont peur de la maladie. Mais justement, c'est très bien. Et notamment parce qu'on ne sait pas comment parler, on ne sait pas comment parler de la maladie, on n'a souvent pas les mots, on ne sait pas si on va mettre une bonne intention derrière nos propres paroles. Donc c'est bien aussi, on parle d'éducation, d'éduquer les gens à comment aborder la maladie tout simplement. En fait, on dit qu'on parle pas de la maladie, on parle aussi rarement du handicap. Donc il y a plein de salariés handicapés qui ne déclarent pas leur handicap par peur d'être déclassés, d'être déconsidérés, de ne pas avoir leur promotion. Donc voilà, tout ça participe aussi. Première cause de discrimination à l'emploi aujourd'hui, le handicap. C'est-à-dire que pour des dizaines de CV envoyés avec l'origine, la religion, mais l'origine, etc., quand vous mettez que vous avez un léger handicap, votre CV est systématiquement rejeté. Et c'est la raison pour laquelle les gens ne l'évoquent pas et n'en parlent pas. Et je trouve que ça permet de remettre un peu d'humain dans le cœur de la vie réelle, notamment de l'entreprise, où l'humain il est souvent dans les discours corporate, dans les discours politiques, et il est moins dans la réalité. Voilà, quand il y a des gens qui se mettent un peu à nu en parlant de leur maladie, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Oui, la dérive, elle est ce qui se passe pour Édouard Philippe, c'est-à-dire les médias qui en font quand même des tonnes et qui l'exploitent aussi politiquement. Donc c'est aussi le versant plus négatif de la chose. Oui, mais je ne dis pas que c'est mauvais pour leur image non plus, parce que ça montre des gens plus authentiques, peut-être plus sincères, et c'est pas nécessairement négatif pour leur image. Ouais, vous en pensez quoi? Non, je pense que Frédéric a tout à fait raison, parce que Édouard Philippe, qu'il se montre avec une faiblesse il le dit lui-même d'ailleurs dans son interview, ça ne fait pas mal, c'est esthétique, c'est personnel, mais physiquement il n'en souffre pas directement. Là il fait le rapport avec des plus jeunes, avec des jeunes, une jeune fille de 15 ans ou même un garçon de 15 ans qui vivrait la même chose. Là c'est vraiment dur. C'est la vie est dramatique. Il dit moi à mon âge c'est vraiment pas bien grave. Il y a des gens qui vivent des choses bien plus difficiles. Exactement. Là où en fait ça donne un côté humain à un homme politique de premier rang, là où on reproche en revanche à d'autres personnalités politiques, par exemple comme Emmanuel Macron, de ne pas avoir souffert dans sa vie, etc. Non, mais on peut aussi s'accrocher, on s'accroche beaucoup plus à des personnes qui montrent des faiblesses. Mais c'est un point de vue, c'est juste une analyse je dis pas que c'est la réalité, etc. Mais de montrer des faiblesses, de montrer qu'on fait des erreurs, qu'on rectifie des erreurs en communication politique, c'est extrêmement profitable parce que les gens peuvent s'identifier, comme quand vous allez au cinéma, vous pouvez plus vous identifier avec le personnage qui est en difficulté, qui réussit finalement à remonter les épreuves, là où le beau gosse ou la femme extrêmement belle qui réussit tout et qui est multimilliardaire, vous avez un peu plus de mal à vous identifier. Bon, on a un auditeur qui dit moi je m'en fous des dirigeants qui exposent leur maladie, parlez de nous, parlez des gens. Lui nous dit moi j'ai eu un cancer de pancréatite. Justement, c'est le fait que ces gens-là en parlent. Enfin, Arthur Sadoun en particulier, le patron de Publicis, je trouve que son discours était intéressant parce que c'est du vécu. Il y a pas si longtemps, on mettait mort des suites d'une longue maladie. Aujourd'hui, on prononce le mot de cancer. Donc, un mot, Nicolas Corato? Oui, ce qui est intéressant dans la démarche d'Arthur Sadoun, donc le patron de Publicis, c'est que
il a créé une association Working with Cancer. Enfin, c'est un des premiers cadres dirigeants importants en France qui fait aussi un peu son coming out sur un cancer du papillomavirus, hein, puisqu'il il le cite publiquement. Donc, il y a un cancer d'ailleurs, en plus, dont on a encore plus de mal à parler, encore plus chez les hommes. Donc, c'est encore plus fort. Après, la question qui se pose dans le milieu professionnel et qui rejoint peut-être le débat qu'on va avoir sur les retraites, c'est qu'effectivement, ça montre aussi qu'une carrière professionnelle, c'est pas uniforme, c'est pas lisse. Il y a des accidents, il y a des incidents, il y a des maladies longues, et qu'on n'est pas effectivement des surhommes, même quand on s'appelle Arthur Sadoun et qu'on est le patron d'une des plus grosses agences de publicité au monde. Peut-être que le sujet, c'est aussi celui dans le milieu professionnel. Je réagis sur ce que disait Sophie de Menton. C'est pas uniquement le regard des autres, c'est aussi votre positionnement dans l'entreprise et votre peur parfois d'être laissé de côté, de pas avancer comme les autres si jamais demain vous assumez votre maladie. Et il y a beaucoup de salariés qui cachent leur maladie longue ou brève, uniquement aussi par peur de l'encadrement, par peur de mesures finalement qui ne sont pas des mesures de rétorsion, mais qui sont des mesures qui font que la carrière ne se déroule pas de la même manière. Donc oui, il y a un problème de tabou sur la maladie au travail, et ça rejoint peut-être les questions aussi de tension au travail et de pression qui s'exerce sur les salariés, cadres ou non. On a une auditrice qui nous dit: il y a 3 semaines, j'ai perdu une collègue. On a appris qu'elle venait travailler avec un cancer. Elle n'a rien dit. Elle ne s'est jamais arrêtée. Prenait des congés quand elle était moins bien. Aujourd'hui, on regrette de ne pas l'avoir su, car on aurait pu l'accompagner autrement. Merci de ce témoignage, parce que mais c'est très intéressant. La maladie fait partie de la vie. Alors oui, et il m'est arrivé un truc incroyable, c'est qu'il y avait une jeune femme qui avait eu un bébé chez moi, qui était une de mes salariées, et qui arrive me voir et qui me dit j'ai un cancer. Je suis en traitement, toute jeune, 28 ans. Et elle me dit, évidemment, je suis sous chimio, je suis arrêtée, etc. Je la vois 10 jours après, elle avait déjà perdu 6 kilos. Elle me dit, je peux pas, je vais devenir folle chez moi. Je peux absolument pas, il faut que je revienne bosser et que vous me traitiez comme tout le monde, j'en peux plus. Et alors, elle revient et en réunion, je lui confie. Je dis, Florence, faites-moi ça et dépêchez-vous parce qu'il me le faut pour après-demain. Là, j'ai vraiment pas le temps. Et je fais ça et j'avais la CGT chez moi. Et il y avait un représentant de la CGT à la réunion. Ils ont débarqué dans mon bureau en m'insultant. Vous avez vu comment on l'a traitée, vous la faites travailler alors qu'elle est malade. Je l'ai fait venir dans mon bureau et c'est elle qui a hurlé en disant mais fichez-moi la paix, je veux effectivement qu'on me donne des challenges, qu'on me traite comme tout le monde. Je vous donne la fin heureuse, c'est pas grâce à moi, mais heureusement elle a guéri. Et elle a tenu le coup en venant dans la boîte. Je me disais de temps en temps, elle venait absolument travailler. Juste un mot ce matin, cet article dans le Figaro sur la génération sacrifiée des adultes autistes, un sujet que moi je suis depuis des années. La façon dont on a traité l'autisme en France est un scandale absolu, pour en avoir souvent traité, en particulier avec Francis Perrin, sur des mauvais diagnostics, sur des mauvaises prises en charge, sur le retard qu'on a pris en France, sur ce professeur à l'hôpital Necker, dont je ne citerai pas le nom, qui est un odieux personnage qui avait écrit à l'époque au patron de TF1, parce que j'avais reçu Francis Perrin qui avait raconté comment il avait été reçu. C'était cet homme-là qui régnait en maître sur l'autisme en France, et on se rend compte aujourd'hui du retard considérable qu'on a pu prendre sur ce sujet et sur la psychiatrisation, la culpabilité des mères. C'est un naufrage qui a été fait sur ce sujet. Voilà. Bon, ça vous laisse sans voir. C'est très important ce que vous dites, Valérie, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et effectivement, vous avez raison de dire qu'en France, on s'est complètement trompé sur pendant plusieurs générations sur le traitement de l'autisme, en faisant une maladie psychiatrique, alors que manifestement, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à y voir d'autres origines, d'autres types de traitements. Et qu'on a culpabilisé des générations entières de parents, et pas simplement les mères, de parents, par rapport à leurs enfants autistes, qu'on plaçait en hôpital de jour, à l'hôpital psychiatrique, et qu'on place encore d'ailleurs, puisque en fait ce retard accumulé fait qu'aujourd'hui il y a insuffisamment de place dans les structures en France, que les parents sont obligés de placer leurs enfants à l'étranger, et qu'il y a un vrai problème de suivi de l'autisme. Et il y a un vrai problème de culture autour de l'autisme qui n'est pas terminé en France, où ces séquelles de cette approche psychiatrique sont encore très visibles dans les traitements et les accompagnements des enfants comme des adultes autistes, adultes qu'on oublie complètement. Complètement. À partir de 20 ans, ils sortent de la prise en charge dite des enfants, et ils sont livrés à eux-mêmes. Enfin, les familles sont livrées à elles-mêmes avec des
des solutions en Belgique qui sont tout à fait scandaleuses. On continue, on avance. Nicolas, alors Sophie, vous aviez un coup de cœur. Oui, j'ai un coup de cœur. Je voulais saluer les héros d'aujourd'hui que sont les chefs d'entreprise. Les héros. Sophie, parce que, je suis désolée, vous vous rendez pas compte ce qu'on est obligé de subir entre les grèves, le télétravail obligatoire, la première chose, que dit la Première ministre à propos des retraites? Il y a beaucoup d'auditeurs en PLS, je pense. Tiens, l'index retraite et on va taxer les entreprises. La bonne idée, dès qu'il y a quelque chose, c'est taxer les entreprises. Et pourquoi pas oui, Valérie, mais pourquoi pas? Donc, franchement... c'est là qu'il y a le pognon, non? Voilà, forcément. C'est là qu'il y a le pognon, on le donne pas assez. On est, je répéterai jamais assez, ceux qui payons le plus nos salariés en Europe, et les salariés, c'est ceux qui ont le moins dans leur poche. Vous cherchez la différence, elle est dans la poche de Madame Borne. Et non, mais sérieusement, c'est très difficile dans les PME en particulier. Il faut lutter contre tout. Et de plus en plus, nos salariés, et d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle, nous font confiance. Ils sont à peu près 80% à nous faire confiance, 10% aux politiques. Donc, ils nous font confiance. Donc, dès qu'il y a quelque chose, on est chargé de leur santé. Vous avez parfaitement raison de le dire. Il faut intégrer un cancéreux. Il faut se rendre compte il faut le congé pathologique. Il faut accepter qu'elles partent en courant à la crèche. C'est généralement encore, malheureusement, les femmes qui partent en courant à la crèche. C'est rare de voir un homme qui part en courant à la crèche pendant la journée. Ça change donc, on a de plus en plus de responsabilités. Personne ne le dit. On est content de l'assumer parce que les salariés nous aiment de plus en plus. Moi, j'ai fondé jamais ma boîte, mais j'aime bien qu'ils disent nous, on aime nos salariés, il faut aussi le dire. Et franchement, aujourd'hui, mais la charge est gigantesque. On a tout. Les retraites, ça nous concerne. Les seniors, ça nous concerne. Les congés parentaux, ça nous concerne. C'est tout. Tout. Alors donc, à tous ceux qui ont ne serait-ce qu'un salarié, qui en sont très contents, je témoigne mon admiration. Oui, alors j'adorerais les augmenter. Et nous sommes en train de mettre la feuille du salaire complet en place. C'est-à-dire qu'on va donner la feuille de salaire normale au salarié et à côté, on lui donnera un détail de l'argent qui est donné. Non, pas vraiment. Vous n'avez pas ce que lui, on lui prélève, ce qu'on prélève à l'entreprise, il ne le sait pas. Et donc, la réalité est autre. Maintenant, augmenter nos salariés, je vous garantis qu'on préfère avoir un salarié qui est content de son salaire qu'un salarié qui n'est pas content de son salaire. Oui. Sur le coup de cœur de Sophie, je voudrais mettre un zoom sur les artisans, sur les commerçants, sur les toutes petites entreprises. Mais ce sont des entrepreneurs. Parce que ces gens-là, ils n'imaginent pas partir à la retraite avant 64 ans, voire plus. Mais ces gens-là, à la fin du mois, ils auront peut-être 1, 2, 3 salariés à payer. Sauf qu'aujourd'hui, une fois de plus, ça va être une journée pourrie pour eux. Ils vont pas faire de chiffres. Et c'est certainement sur leur salaire, leur rémunération à eux, si toutefois ils en ont, parce qu'il y a aussi beaucoup de commerçants d'artisans qui ne se payent pas. Ils devront quand même payer à la fin du mois. Et le pire, c'est qu'ils sont contents. Et le pire, c'est que ce sont des gens heureux, de bonne humeur, qui vous accueillent. Ils travaillent, ils sont contents de travailler. Vous vous rendez compte? Allez. Ce sont des entrepreneurs et il faut un peu être fou pour être entrepreneur, mais heureusement qu'il y en a. Petite pause, 9h28 sur Sud Radio. On va évidemment parler de l'Assemblée, de la réforme des retraites et des manifestations à venir aujourd'hui. Et le coup de cœur de Nicolas Corato. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et nous sommes le mardi 7 février, journée de mobilisation, journée de grève. On va en reparler dans un instant. Mais Nicolas Corato, votre coup de cœur a un lien avec les manifestations, je pense. Oui, enfin, j'espère qu'il en aura peu. Oui. Non, je voulais faire un coup de cœur pour Laurent Nunez. Alors, c'est pas souvent que je fais un coup de cœur pour un préfet de police. Je me suis demandé si c'était pas ironique quand j'ai vu votre coup de cœur. Non, c'est pas ironique du tout. Vous savez, moi, je suis pour la police républicaine et j'ai beaucoup de respect pour les forces de l'ordre quand elles sont quand elles agissent dans le cadre de l'état de droit. Et je voulais signifier que c'était intéressant ce qui se passait depuis le début de ce mouvement des retraites sur la gestion des manifestations par les forces de police, qui est exemplaire, il faut le dire, et je pense qu'on a retrouvé un schéma de manifestation qu'on avait complètement perdu ces dernières années. C'est à mon avis la preuve de deux choses. D'abord que quand on travaille avec notamment les syndicats et les organisateurs de manifestations et qu'on travaille dans la concertation, ça fonctionne. Et puis que quand on change de système de maintien de l'ordre, ça fonctionne aussi. Ça veut dire que finalement, Monsieur Didier Lallement, le préfet de police précédent, avait une gestion des manifestations qui était manifestement politique,
puisque on prouve aujourd'hui qu'on peut faire manifester plusieurs centaines de milliers de personnes à Paris et dans toute la France, bien entendu, mais là je parle du préfet de police de Paris, sans lasser les gens, avec des forces de l'ordre qui se tiennent à distance, qui peuvent intervenir dès qu'il y a le moindre débordement et qui assurent la sécurité des manifestants, parce que c'est d'abord ça leur premier rôle, et puis la sécurité des habitants et des gens qui sont sur la voirie. Et je trouve remarquable la gestion des 2 dernières manifestations. Donc j'espère et je souhaite qu'aujourd'hui il en sera de même. C'est une question de responsabilité collective, mais il faut que la préfecture de police y mette du sien. Manifestement, elle a choisi désormais d'y mettre du sien et de ne plus être l'opposant de manifestants, mais véritablement l'encadreur et l'accompagnement. Pourquoi désormais, quand même, vous êtes un peu sévère? Il y a eu quelques débordements. Oui, non, mais enfin, c'est pas forcément de la faute du préfet de Paris. Vous n'avez pas manifesté en 2019 contre la précédente réforme des retraites. C'était un autre préfet de police et je vous assure, l'ambiance était très différente et bien plus tendue avec les forces de l'ordre qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais pourtant, c'était les mêmes syndicats qui défilaient et c'était les mêmes organisations qui défilaient. Il y a donc bien un changement de préfet, donc un changement de style. Vous pensez que c'est à ce point-là l'influence du préfet? Oui, j'ai un article où il expliquait de méthode de maintien de l'ordre. Et qu'il privilégie la communication avec les syndicats aussi. C'est-à-dire qu'il y a un échange qui est fait très en amont, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Vous voulez réagir, Frédéric? On est revenu à une tradition française où dans les manifestations, les policiers se tiennent le plus loin possible des cortèges. Il n'y a pas de proximité immédiate avec les manifestants comme il y avait sous le préfet Lallemand, et ça évite aussi les provocations, ça évite les tensions, et ça a toujours fonctionné dans ce pays. Donc je suis heureux qu'on revienne à cette forme de concorde républicaine autour de l'acte de manifester. Oui. Je ne suis pas l'avocat du préfet Lallemand, mais j'aime bien toujours défendre ceux qu'on attaque. Enfin, je suis en réalité absolument d'accord avec ce qu'on vient de dire. Je mets juste une petite réserve, c'est qu'effectivement le rôle du préfet, c'est de travailler avec les organisateurs, et quand il y a des syndicats en face, le travail peut se faire dans la mesure où on a des gens responsables, et je pense que c'est parfaitement le cas. Le préfet Lallemand, il a beaucoup subi notamment les gilets jaunes, les manifestations de gilets jaunes, où là il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de professionnels de la manifestation, donc c'est un peu compliqué, difficile, voire faux de vouloir comparer les deux situations, mais je reste d'accord. Alors question, est-ce que le préfet n'obéit pas quand même aux ordres du ministre de l'Intérieur? Il obéit à certains ordres, mais il a aussi une autorité, une responsabilité. Ouais, il a aussi une stratégie. Il y a un article dans Politis qui dit qu'en fait la stratégie n'est pas tellement différente. Il y a exactement le même nombre de policiers et de compagnies de CRS qui ont été mobilisés pour les dernières manifestations, et qu'effectivement les heurts se sont passés à des endroits précis, et qu'il y a eu beaucoup d'interpellations aussi en amont. Clément? Oui, le préfet de police Nunez a un style complètement différent que le préfet de police Lallemand, pour deux raisons. Vous l'avez souligné, d'abord sur les gilets jaunes, la période gilets jaunes a été extrêmement délicate et difficile à assumer, qui en plus a après détérioré de manière drastique les relations entre le préfet de police de Paris et les organisations syndicales, qui après ont rompu régulièrement le dialogue, alors d'un côté et de l'autre, hein. Je ne dis pas que c'est de la faute de tel ou de tel, mais pour la réforme des retraites de 2019, en effet, le dialogue n'était pas du tout au beau fixe, après des épisodes compliqués, et donc alors qu'aujourd'hui, il y a un dialogue qui est renoué, qui a permis d'organiser beaucoup mieux les manifestations, avec en effet des manifestations qui se terminent beaucoup plus simplement, là où en revanche, il faut le souligner, il y a toujours des heurts, mais c'est rarement les manifestants eux-mêmes qui sont là juste pour manifester pour leurs droits, mais c'est plutôt des personnes qui s'immiscent dans les cortèges, qui viennent les perturber, et donc il faut en effet, je crois que Nicolas le dit extrêmement bien, saluer le calme et ces manifestations qui se déroulent de manière tout à fait normale. C'est aussi les manifestants qui sont calmes, hein. On peut aussi... Oui, c'est ça, la manifestation se déroule extrêmement normalement aussi, des deux côtés, et ça fait du bien de voir ce genre de manifestation. Enfin, ça fait du bien, moi, on en aurait moins, ça va. Bon, mobilisation, on va voir. En tout cas, ils attendent une très grosse mobilisation aujourd'hui. Parlons de notre balise, notre tableau de bord IFOP fiducial pour Sud Radio. Donc la question a été posée aux
à ceux qui ont été sondés, est-ce que vous approuvez l'action d'Emmanuel Macron comme président de la République? N'approuve pas 62%, c'est moins 1 point donc par rapport à la dernière fois. Et pour Elisabeth Borne, alors attendez, pour Elisabeth Borne c'est moins 4 points, donc c'est n'approuve pas plus 2 points, pardon. Donc c'est l'exécutif, pardon, c'est pas très clair. Non. N'approuve pas son action. C'est combien il y en a qui approuvent? 65%, il y en a 35% qui approuvent Elisabeth Borne, 62% qui n'approuvent pas. Et pour Emmanuel Macron, nous avons 6% qui approuvent tout à fait, 32% qui approuvent plutôt, ce qui nous fait un total de 38% et 62% qui n'approuvent pas. On parlait tout à l'heure, on évoquait les sondages de soutien, presque disait à la manifestation, et puis désapprouve. Là aussi, l'exécutif perd aussi. Enfin, il n'y a pas un fort soutien au président de la République et à son action. Une des difficultés, Valérie, vous avez raison, c'est que là, la réforme des retraites, si jamais elle arrive à son terme, elle est votée, mise en application, parce qu'on voit quand même les difficultés des échanges qu'il y a actuellement à l'Assemblée nationale, et est-ce qu'ils vont réellement avoir une majorité, ça, rien n'est moins sûr, mais il faut aussi se dire qu'est-ce qui va se passer après, et comment la Première ministre va pouvoir sortir par le haut de cette réforme qui, malgré tout, risque a déjà fissuré une forme de cohésion sociale, et comment elle va pouvoir gouverner à la suite de cette réforme et appliquer les réformes qu'elle souhaitera mettre en place en partenariat avec son gouvernement, et donc sous la présidence d'Emmanuel Macron. Donc c'est un double enjeu pour elle, qui est à la fois de faire passer cette réforme, mais aussi de la faire passer tout en se disant, en fait, il reste encore 4 ans derrière où il va quand même falloir continuer à réformer le pays, et c'est un des enjeux pour la Première ministre. Oui. Moi, je suis pas j'ai pas exactement la même vision. Je pense que le véritable enjeu, c'est je fais passer ma réforme ou je ne la fais pas passer. Oui, bien sûr. En revanche, les mêmes sondages montrent que les Français pensent que de toute façon, elle passera et que tant pis. Ouais. Donc, je suis pas certain qu'il y aura un impact après. On est quand même dans une société du zapping, on passera à autre chose. Alors, on aura d'autres polémiques, d'autres scandales, tellement marre d'entendre parler de ça. Sujets. Mais est-ce que finalement, on peut changer de Premier ministre? Finalement, on va garder ce sujet à l'esprit. C'est pas dit. Et en plus, l'impact sur les gens n'existera pas. Personne ne va se rendre compte de l'application de cette réforme. Donc peut-être que le véritable enjeu, c'est vraiment je passe pas ma réforme, mais après ces enjeux seront autres, mais celui des retraites sera derrière, et sera pour le gouvernement suivant qui devra réformer dans 10 ans. Déjà, il faut que la réforme passe. Et lorsqu'on regarde, quand on regarde dans le détail, aujourd'hui, il n'y a pas précisément une majorité pure pour le vote à l'Assemblée nationale. Et si la Première ministre est dans l'obligation d'utiliser des recours divers et variés pour faire passer la réforme, en effet, les gens passent, mais il y a aussi des bombes à retardement. On peut le voir par exemple sur la réforme de l'assurance chômage, qui était passée extrêmement bien en début du quinquennat précédent, qui en revanche a fait beaucoup de remous en novembre et décembre de cette année, lorsqu'elle a été révisée, puisque les décrets d'application arrivaient à leur terme en octobre dernier. Et donc, en effet, les gens passeront, parce que on va pas se dire je vais bouder pendant 6 mois, 6 ans, etc. Mais ça marque, et ça laisse, par exemple, sur certains gouvernements, une marque indélébile qui fait que la légitimité de son action est parfois extrêmement remise en cause. On peut se souvenir, par exemple, du CPE ou de la réforme de 95. Je suis désolé, mais lorsque l'on parle de la réforme de 95, moi, j'étais pas né, et pourtant, je sais ce que c'est. On entend très souvent, on fait souvent référence à ces réformes et à ces manifestations. Donc voilà, je dis pas qu'après, elle pourra plus du tout gouverner, mais ça reste aussi une image pour le gouvernement qui est importante. Oui, Valérie, je voulais réagir peut-être au mantra que j'entends de la part de certains de vos intervenants, qui était celui du gouvernement il y a quelques mois. C'est celui de la résignation. Ça a été un des paris qui a été fait. C'est-à-dire qu'au départ, quand on lance la réforme des retraites, au gouvernement, à l'Élysée, beaucoup de conseillers vous disent, de toute façon, les Français sont résignés, il y a l'inflation, il y a l'énergie, il y a la guerre en Ukraine, cette réforme, ils savent qu'il faut la faire, même s'ils ne sont pas d'accord. Et finalement, les capteurs ne sont pas les bons, puisqu'il y a beaucoup de gens qui manifestent, il y a beaucoup de gens qui sortent, et je ne parle pas uniquement à Paris, mais je parle surtout en province. Et c'est ça qui va marquer énormément, notamment les parlementaires de tous bords, de voir dans leur circonscription de très fortes manifestations. Donc, je pense qu'on se trompe. Il n'y a pas de résignation.
Aujourd'hui, on nous continue le mantra en nous disant, mais finalement, ceux qui manifestent, les Français qui se mobilisent, les Français qui ne sont pas d'accord avec cette réforme, finalement ont intégré le fait qu'elle aurait lieu, qu'elle se ferait. Alors, je pense que ce capteur n'est pas bon non plus. Parce que même Nicolas, je pense qu'on se trompe complètement. Attendez, laissez terminer. Attendez, Sophie. Même si les Français, finalement, se voient imposer cette réforme malgré eux, je pense que ça ne sera pas un schéma de résignation, ce sera un schéma d'indignation tel que le théorise notamment Pierre Rosanvallon, qui est terrible dans une société, dans un pacte social. C'est-à-dire que le gouvernement et le président de la République devra effectivement gérer un pays avec une majorité réelle qui ne sera plus en conformité avec sa majorité très relative qui est politique. Et ça, c'est très compliqué à faire. Et dernière chose, faites attention quand même à l'instrumentalisation de la résignation, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un peuple résigné. Dans l'histoire de France et occidentale, un peuple résigné, ça conduit à des transformations sociales et politiques qui sont souvent délétères. Alors moi, je dois dire le vrai sujet, c'est que Macron ne nous mette pas dans les mains de Marine Le Pen à l'issue de ce mouvement. Oui, alors d'abord, juste intervenir quand même. Vous allez intervenir. Je veux juste préciser une chose sur Marine Le Pen, c'est que c'est toujours dans un sondage Sud Radio, c'est la première force d'opposition. Quand on dit qui représente le mieux l'opposition au président de la République, au gouvernement, c'est le Rassemblement national qui arrive en tête et de très très loin face aux autres partis. Et deuxième précision, et vous aurez la parole tout de suite après Sophie, c'est que toujours dans ce tableau de bord, quand on demande aux Français quels sont les sujets de conversation qu'ils ont eu en famille, au travail ou près de chez eux, la réforme des retraites n'arrive qu'en 6e position. C'est ce que j'allais dire. Première, c'est l'inflation. Deuxième, la perspective de restriction d'électricité. La Coupe du Monde au Qatar. Bon, c'était la propagation de l'épidémie de Covid, la guerre en Ukraine et la réforme des retraites à 47%. Donc ça arrive quand même assez loin des préoccupations. En tout cas, c'est pas les premières préoccupations. On y revient dans un instant et vous aurez la parole tout de suite, Sophie. Tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. On revient avec vous, c'est Sophie qui a la parole absolument sur... Mais je voulais parler, Sophie, avant. Non, allez-y, Sophie. J'ai finalement un peu oublié ce que je voulais dire, mais non. Plus sérieusement, je pense qu'il y a une erreur. D'abord, premièrement, les Français résignés, j'aimerais voir ça, parce que ça serait très agréable qu'ils soient un peu résignés, se résigner à rien. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression qu'on se trompe, parce que franchement, quand vous demandez aux gens ce qu'ils pensent des retraites, personne ne comprend rien. Ils comprennent pas les carrières longues. Ils comprennent pas combien de temps ils vont rester. Ils savent pas du tout à quel âge ils vont partir à la retraite. Les jeunes se mettent à prendre la parole dans la rue. Ils ont 22 ans. Qu'ils arrêtent de penser à leur retraite 2 minutes. Surtout que ça changera au moins 2 ou 3 fois avant qu'ils soient à la retraite. Parce qu'on n'y est pas. Cette réforme n'est qu'intermédiaire, disons-le. Et vraiment qu'intermédiaire. Et je pense et qu'elle sera dépouillée d'une partie. Évidemment. Alors là, elle finit par coûter cher. Je termine, Nicolas. Merci. Ce n'est qu'un match. Voilà, allez-y. Oui. Je pense qu'elle est déjà beaucoup moins rentable qu'elle ne devrait l'être, parce que c'est pour renflouer les caisses de l'État. Ces grèves coûtent cher aux entreprises. Non, mais c'est pas les grèves qui coûtent cher. C'est tout ce qu'on enlève. C'est tout ce qu'on a retiré ou tout ce qu'on a aménagé. Et moi, je pense que le peuple est mécontent. Il est mécontent de la façon dont ça s'est passé. Il est mécontent de l'absence de pédagogie. Il est mécontent. On nous a bassiné pendant 2 ans avec Jean-Paul Delevoye sur soi-disant une grande concertation sur les retraites. On avait la retraite à points qui était d'ailleurs la meilleure solution. Hop, on est reparti de zéro et c'est reparti. C'est pas possible d'être aussi anti-professionnel. Et donc les Français sont furieux contre ça. Moi aussi d'ailleurs, alors que je suis pour et qu'on ait obligatoirement une réforme des retraites. Mais le mécontentement, il est total. Et voilà. Et puis le deuxième point que je voulais souligner à propos effectivement de ce qui se passe dans l'hémicycle, qui est une véritable on va y revenir. Je voudrais juste corriger ce que j'ai dit parce que je me suis trompée de sondage. Ça arrive. Pourtant, je suis bien réveillée. Évidemment, la Coupe du Monde au Qatar, c'était un précédent sondage. Je suis désolée, j'ai ouvert le mauvais mail. Et sur la désapprobation, ceux qui n'approuvent pas l'action du président de la République sont 66% contre 34%. Donc c'est plus de points effectivement.
effectivement. Et Elisabeth Borne, c'est encore plus grave pour elle, puisque c'est plus 4 points pour ceux qui n'approuvent pas son action. 69%, près de 70% des Français n'approuvent pas son action. Et évidemment, le sujet numéro 1 de conversation concerne la réforme des retraites. 82%, l'inflation générale des prix, la grève et les manifestations, ensuite la hausse de 19% du prix de l'électricité. Donc voilà, les Français en parlent. Effectivement, qu'est-ce qu'on comprend, et je m'inclus dans cette réforme des retraites, je ne sais pas. Maintenant, parlons de ce qui se passe dans l'hémicycle et de cette petite guerre politicienne où on voit pas très bien l'intérêt des Français entre la NUPES et le RN. On signale aussi ce qui s'est passé pour les certains nombres de députés RN hier qui ont reçu des lettres, des appels sur leur téléphone portable. J'ai entendu l'un des messages disant un de vos proches est à l'hôpital, merci de rappeler urgemment pour qu'il n'aille pas en séance. Évidemment, c'était malveillant. Une plainte sera déposée. On ne sait pas qui a fait cela pour l'instant. Mais c'est vrai que l'attitude entre la NUPES et le RN n'est pas digne. Oui, enfin, excusez-moi. Là, vraiment, je suis tout sauf Rassemblement National. Je ne partage pas leur point de vue. C'est un scandale la façon dont on se comporte envers eux. On va les ostraciser, les discriminer jusqu'à quand? Les Français y voient probablement à tort une solution de remplacement. Mais c'est invraisemblable. La NUPES peut faire n'importe quoi, on lui pardonne. Le Rassemblement National, pardonnez-moi, il se tient correctement dans l'hémicycle. Ils se tiennent correctement dans l'hémicycle. Il ne faut pas d'obstruction sur les amendements. Ils sont polis, ils se tiennent bien, ils sont là. C'est insupportable. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça continue à être le diable. Le Rassemblement National est diabolique. Non. Eh ben non, on n'est pas d'accord avec eux peut-être, mais cette diabolisation devient... Et en plus, ça leur sert, hein, je le signale. Ça leur sert, oui, bien sûr. Non, mais c'est quand même lamentable. Mais c'est vrai qu'il y a eu, mais c'était le but aussi de Marine Le Pen avec la proposition de référendum hier, où elle savait très bien que ça ne pouvait pas passer. C'est son but, c'est possible, elle pense ça. Elle va y renoncer. Non, mais elle savait que ça ne pouvait pas passer. C'est pas juste le jeu de la NUPES ou du RN, c'est généralement l'ensemble des groupes politiques qui ne sont pas à la hauteur du débat des retraites, en usant jour après jour de stratégies politiques diverses et variées, en prenant des photos de l'un, de l'autre, de machin, de bidule, de dire regardez c'est eux qui foutent le bordel, non c'est vous, non c'est pas nous. Je crois que honnêtement c'est pas à la hauteur des enjeux, pas une réponse acceptable pour les gens qui sont dans la rue et qui manifestent, parce que même si on n'est pas d'accord avec, pas forcément d'accord avec ces personnes qui sont dans la rue, on peut penser que la réforme est d'une bonne solution. Il faut respecter les gens qui expriment un point de vue différent. Et là aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est uniquement des gens qui se hurlent dessus quand on voit qu'on en arrive à empêcher la présidence de l'Assemblée nationale de s'exprimer. Qui est censé être une forme de totem sacré qu'on n'attaque pas parce que on doit respecter cette présidence. Je trouve ça assez lamentable et qui en plus donne, je crois, un spectacle qui donne de plus en plus envie de manifester et engrange les mécontentements. Je pense que ça retombe aussi sur la popularité de Macron. C'est fort probable. Peut-être un point sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, parce que c'est toujours facile quand un mouvement social fonctionne de taper sur la gauche. Et je note que Sophie de Menton est une actrice formidable à la dédiabolisation du Rassemblement national. Mais pour ce qui s'est passé hier, quand même, au-delà des effets de manche et des cris des uns et des autres qui étaient effectivement peut-être pas adéquate. J'ai du mal à dédiaboliser Vous avez Charles de Courson qui est un député de droite et qui franchement est loin d'être un gauchiste. Et que je pense que Sophie de Menton connaît très bien. Charles de Courson a pris la parole dans l'hémicycle. Vous faites du mépris de classe. Pour dire à la pas pour moi le mépris de classe s'il vous plaît, pour dire à la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qu'elle était responsable du déni démocratique et d'un problème de processus démocratique au sein de l'Assemblée nationale. Charles de Courson, je ne vous parle pas de Louis Boyard, je vous parle de il a eu tort.
Qu'est-ce que peut faire cette présidente? Il y a eu de la part de la présidence de l'Assemblée nationale qui devait organiser les débats de la meilleure manière. Une sorte de bricolage institutionnel qui a fait qu'elle a préféré faire passer la motion du Rassemblement national. Comment on peut dire ça? Nicolas. Non, vraiment, c'est pas sérieux. Qui ont tous effectivement fait valoir qu'il y avait un jeu. Qui joue avec la procédure de l'Assemblée nationale? Est-ce que ce sont les groupes ou est-ce que c'est la présidence de l'Assemblée nationale? Et dans quel but? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le but de pourrir le débat qui a été clairement organisé, moi je le pense, par la présidence de l'Assemblée nationale pour justement susciter finalement les commentaires que vous avez aujourd'hui? C'est-à-dire cette forme du complotisme, c'est une théorie complotiste. Nicolas, qui d'un coup à un autre, à moi, Nicolas, Nicolas, tactique et sont allés directement dans le piège. Mais effectivement, que quelqu'un comme Charles de Courson, qui n'est pas un gauchiste et qui est très très loin des valeurs de la NUPES, puisse dire dans l'hémicycle, qui est un député très respecté, qui en est peut-être à son 5e ou 6e mandat, puisse dire dans l'hémicycle qu'il y a un problème de démocratie et d'organisation démocratique des débats par la présidence de l'Assemblée nationale, oui, ça devrait nous alerter et ça devrait effectivement nous questionner. Plutôt que de tomber nous aussi dans le piège les affreux gauchistes mettent la pagaille, oh là là, tandis que les députés du Rassemblement national, ils ont des belles cravates. Mais attendez, Nicolas, c'est pas comme ça qu'on juge. Nicolas, c'est pas ce qu'on a dit. 20 000 amendements, c'est démocratique? Nicolas, c'est pas ce qu'on a dit. Oui, vous savez, c'est constitutionnel. Oui, ça fait partie c'est pas fait pour foutre le bordel, pardon de le dire comme ça. Et que le Parlement ait des droits et ait droit à discuter une loi qui finira en 49.3, oui, ça me paraît un minimum démocratique. C'est démocratique, 20 000 amendements, quand on sait qu'il y a 15 jours de débat parlementaire? Alors supprimer le Parlement, Valérie, ça ira beaucoup plus vite. Non, mais il y a des procédures. Nicolas, là, ce que vous dites, Nicolas, Charles de Courson est un excellent parlementaire qui connaît extrêmement bien les ficelles du jeu politique et en use aussi. Là où vous êtes en train de souligner la position d'Yaël Braun-Pivet, vous le savez tout autant que moi, et donc il faut peut-être le souligner, ces décisions, il y avait un vide juridique sur le sujet parce que ça ne s'était jamais présenté, et l'ensemble des propositions ont été faites par des administrateurs qui connaissent extrêmement bien le jeu de l'Assemblée nationale, qui connaissent extrêmement bien son fonctionnement, parce que ce sont des grands serviteurs de l'État et qui, en plus, ont adopté une proposition qui était parallèle à la motion de rejet. Donc, à un moment, il faut dépasser ça et il faut simplement se dire, on a appliqué quelque chose qui a été voté en conférence des présidents. Si ça a été voté en conférence des présidents, c'est que c'est la règle de l'Assemblée nationale. Et la présidente de l'Assemblée nationale n'est d'ailleurs pas du tout un soutien. Elle est en contradiction. Je finis ma phrase. Elle est en contradiction très souvent avec le gouvernement. Elle a une personnalité forte. Elle ne se plie à personne. Et je pense que occuper le poste qu'elle a actuellement est horriblement difficile. Oui, Charles de Courson sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 10h30. Donc il pourra s'expliquer ou préciser effectivement dans quel cadre il est intervenu. Ce sera à 10h30 donc chez Jean-Jacques Bourdin. Ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Hélas, je suis désolée. Démocratique, pas démocratique pour vous, Frédéric Fougera? Moi, je pense que Gérald Darmanin avait résumé en annonçant la bordélisation. Je vois pas ce qu'il y a de démocratique. Je vois pas en quoi ça sert l'intérêt des Français. Je pense que on est plutôt au jeu de à qui va devenir l'opposant le plus bruyant. Ça apporte pas grand-chose ni à la réforme des retraites ni au quotidien de chachun. C'est assez triste et lamentable. Entre parenthèses, ça fait ressortir que le Sénat est très bien là. Je trouve qu'il se comporte parfaitement bien. Oui. Allez, à suivre l'émission Média dans un instant. Bonne journée à vous. On se retrouve tout de suite. Restez avec nous sur Sud Radio.